Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Journée cruciale pour la Nouvelle-Calédonie. Un accord doit être trouvé à Matignon sur la composition du corps électoral. Il devra s'exprimer au plus tard en novembre 2018 sur l'avenir institutionnel de ce territoire ultramarin, marqué il y a 30 ans par le sanglant assaut de la grotte d'Ouvéa. Elisabeth Borne veut un rapport sur les incidents qui ont conduit à l'arrêt du trafic sur la ligne A du RER à Paris. La ministre des Transports demande des comptes à SNCF Réseau. Elle l'a annoncé ce matin sur notre antenne. Vous l'entendrez dans un instant. Faut-il de nouveau légiférer sur la fin de vie? On posera la question à nos invités. Aujourd'hui 2 novembre, journée pour le droit à mourir dans la dignité. Alors que hasard du calendrier, la Cour de cassation se penche sur le cas de Jean Mercier, un octogénaire qui a aidé sa femme à mourir en 2011. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter, le hashtag Sénat360 pour m'accompagner. Cet après-midi, Clément Perrault en direct de Matignon. Le multiplex, c'est tout de suite. À un an du référendum sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, les signataires de l'accord de Nouméa sont réunis aujourd'hui à Matignon. Le rendez-vous est déterminant. Pro et anti-indépendance doivent en effet s'entendre sur la composition du corps électoral. Les explications de Clément Perrault avec Fabrice Cunet. Le référendum doit être organisé d'ici novembre 2018. C'est ce que prévoit l'accord de Nouméa, signé en 1998 par le gouvernement Jospin, dans un contexte de violence entre indépendantistes et loyalistes. À l'ordre du jour, plusieurs points sensibles. D'abord, qui pourra voter? Selon l'accord de Nouméa, ce vote est restreint aux habitants résidant en Nouvelle-Calédonie sans discontinuer depuis 1994, une règle qui pourrait évoluer. Autre point sensible, la formulation de la question posée aux électeurs. Un groupe de travail devrait aujourd'hui être mis en place pour plancher sur cette question. Enfin, la possibilité d'accueillir des observateurs de l'ONU sera également débattue. Édouard Philippe devrait faire le déplacement sur l'île à la fin du mois ou début décembre, façon sans doute de déjà lancer la campagne à un moment où les indépendantistes calédoniens apparaissent très divisés. Pour le moment, les sondages indiquent qu'une nette majorité de Calédoniens préférerait le maintien dans la République française. Et je vous propose d'écouter la réaction de Pierre Frogier, sénateur LR de la Nouvelle-Calédonie, au micro de Clément Perrault. Donc il s'agit de faire un point d'un bilan de l'année écoulée et puis de traiter des sujets qui se posent à nous. Et là, évidemment, il y a un sujet déterminant qui est celui de la consultation de sortie de l'accord de Nouméa. Pour tout vous dire, je crois que ce comité des signataires restera un moment où nous débattons des sujets techniques, même si il s'agit de définir encore, puisque tout n'est pas calé, la liste des électeurs qui pourront s'exprimer l'année prochaine. Mais je pense pouvoir vous dire que début de l'année prochaine, enfin au mois de mars, il y aura un autre comité des signataires qui lui sera beaucoup plus politique pour définir les modalités de la consultation. Je pense que ce scrutin restera clivant, il fera des vainqueurs, il fera des vaincus, et ce n'est pas le sens de ce que nous faisons depuis 30 ans. Et je souhaite encore, même si le temps passe, et j'ai toujours souhaité effectivement que l'on trouve une solution, non pas pour contourner ce scrutin, mais pour lui donner un autre sens. De façon qu'au lendemain de la consultation, les uns et les autres puissions à nouveau nous parler et trouver une nouvelle solution pour que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France. Et pour ça, le point sensible, c'est la question qu'on va leur poser. Écoutez, la question aujourd'hui, elle est claire. C'est est-ce que vous voulez que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante ou pas? C'est celle-là, il n'y en a pas d'autre. Elle est claire. Le problème, il est de savoir comment on la prépare. Et si on se donne les moyens, si on est capable de tous ensemble de se donner les moyens pour au-delà du choix institutionnel, d'être capable le lendemain de construire une nouvelle solution dans la France, puisque, je vous le répète, le résultat est connu d'avance. Voilà, le sénateur Pierre Frogier, qui, faut-il le rappeler, faisait déjà partie des signataires des accords de Matignon en 88 et ceux de Nouméa en 98. Il est donc réuni en compagnie d'autres élus avec Édouard Philippe.
Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui, une surtaxe exceptionnelle pour rembourser en partie la taxe dividende qui vient d'être invalidée par le Conseil constitutionnel. L'annonce a été faite ce matin en Conseil des ministres. Le prélèvement concernera les 300 plus grandes entreprises françaises, mais déjà une dizaine d'entreprises envisagent de porter plainte contre l'État. Écoutez les explications de Christophe Castaner, c'est le porte-parole du gouvernement. Il a été discuté et décidé par le gouvernement de faire en sorte que ce coût global puisse être réparti à part égale entre 2017 et 2018. Et que pour 2017, une contribution exceptionnelle à hauteur de 5 milliards d'euros, la moitié de la somme, soit demandée aux grandes entreprises. Aux seules très grandes entreprises. 320 entreprises sur les 3,4 millions d'entreprises que compte la France. Donc 320 entreprises, les principales, vont être sollicitées par l'effet d'une augmentation exceptionnelle et temporaire du taux d'impôt sur les sociétés qui passera de 33,3 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est situé entre 1 et 3 milliards à 38,3. Et pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 3 milliards, l'effort est porté à 43,3% d'impôt sur les sociétés. Elisabeth Borne a demandé un rapport pour la semaine prochaine à SNCF Réseau et aux entreprises en charge du chantier qui a provoqué l'interruption du trafic sur le RER A. La ministre des Transports était l'invitée de notre matinale Territoire d'Info. On l'écoute. C'est un problème qui a été créé par une entreprise qui a fait un forage et qui a percé la voûte du RER A. Donc c'est inacceptable. Moi, je me suis rendue sur place pour dire aux entreprises qu'elles devaient prendre des dispositions pour réparer au plus vite. Et ce que je demande aussi maintenant à SNCF Réseau, à ces entreprises, d'abord, c'est de me faire un retour d'expérience. J'ai demandé un rapport pour la semaine prochaine pour comprendre ce qui s'est passé. Et comprendre ce qui s'est passé, c'est d'abord éviter que ça ne se reproduise. Et c'est ça tout l'enjeu maintenant. On va avoir beaucoup de travaux en Ile-de-France. Vous savez qu'on a 200 km de nouvelles lignes de métro qui vont être en construction. Ça n'est pas possible que de préparer les transports de demain, et évidemment, il faut le faire, et ça suppose des travaux, ça se fasse au détriment des transports du quotidien. Donc, je vais demander à l'inspection de mon ministère de faire un audit de l'organisation de ces chantiers. Il n'est pas possible que ce genre d'incident se reproduise. Alors que le Forum économique mondial présente aujourd'hui son rapport sur la parité entre les femmes et les hommes, on va s'intéresser aujourd'hui à la question de l'égalité salariale, très loin d'être atteinte. La France progresse doucement, mais si rien n'est fait, il faudra attendre 2186 pour atteindre l'égalité professionnelle dans le monde. Fabien Recker. Un gâchis à 62 milliards d'euros. C'est ce que coûtent les inégalités de rémunération entre les hommes et les femmes, selon un récent rapport de la Fondation Concorde. Car les femmes gagneraient toujours 19% de moins que les hommes pour un différentiel de salaire moyen de 3 525 € par an. Avec à la clé un manque à gagner pour l'économie, car des femmes payées autant que leurs collègues masculins feraient grimper la consommation de 21,9 milliards d'euros selon les auteurs du rapport. L'épargne, quant à elle, augmenterait de plus de 6 milliards d'euros. Cela équivaudrait à un gain de croissance et permettrait la création de 26 000 emplois supplémentaires chaque année. Mais la stricte application de l'égalité salariale remplirait surtout les caisses de l'État. Plus d'activités, donc plus de prélèvements, 33,6 milliards de recettes fiscales supplémentaires chaque année selon le rapport, 168 milliards sur un quinquennat. Une manne qui permettrait par exemple de réduire l'impôt sur le revenu de 40%, de baisser la TVA, de diminuer le déficit public ou encore d'augmenter massivement les budgets de la justice, de l'enseignement ou de la défense. Ces nouvelles marges de manœuvre permettraient enfin de résorber la dette de l'assurance chômage, des régimes de retraite et de la sécurité sociale. Mais au rythme actuel des réformes, l'égalité salariale ne sera une réalité en France qu'aux alentours de 2050, selon l'Observatoire des inégalités. Et il existe pourtant de bonnes pratiques mises en place dans certaines entreprises pour résorber les écarts de rémunération et pour faire bouger les lignes. Reportage à Montrouge, en banlieue parisienne, de Samia Dechir. Près de 10 000 personnes travaillent pour ST Microélectronique France. Parmi elles, 30% de femmes. En 2006, le fabricant de puces électroniques a lancé un groupe de travail pour identifier d'éventuelles inégalités entre salariés des deux sexes. Plusieurs cas ont pu être repérés avec un écart de salaire moyen de 4%, essentiellement dû à l'absence d'augmentation. Il est possible que pendant qu'une femme soit en congé parental, il n'y ait pas d'augmentation sur cette année-là. Et donc c'est un écart qui peut se creuser entre une personne
et l'ensemble de la population, soit de son service, soit du site. Pour corriger le tir, le groupe de travail a mis en place un outil appelé profil référent. Plusieurs critères comme l'ancienneté ont été établis pour calculer l'éventuel écart de rémunération d'un salarié par rapport à la moyenne. Ici, on voit que cette personne est dans cette situation, dans ce cadran, avec une analyse RH à faire. Et l'objectif va être de trouver s'il y a ou non une cause assignable. Et s'il n'y a pas de cause assignable, ça veut dire qu'en fait, on sera face à une discrimination potentielle. Et en tous les cas, on le traitera en tant que tel, en corrigeant la rémunération de la personne. Un moyen d'objectiver des discriminations souvent difficiles à évaluer. À la mise en place de cet outil en 2011, 270 cas de femmes moins payées que leurs collègues masculins ont pu être identifiés. Désormais, la surveillance des discriminations salariales est intégrée au dialogue social de l'entreprise. Oui, il y a vigilance puisque nous avons créé cette commission égalité hommes-femmes où la rémunération fait partie de cette commission et où nous demandons donc aux responsables des ressources humaines de nous présenter des chiffres par catégorie professionnelle. Si ST Microelectronics a pris les devants dès 2006, la loi oblige depuis 2012 toutes les entreprises d'au moins 50 salariés à mettre en place un accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Laurence Rossignol, bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste de l'Oise, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Merci d'être avec nous. Également sur ce plateau, Rebecca Amsalem, bonjour. Vous êtes docteur en économie, fondatrice de la newsletter Les Glorieuses. Vous appelez les femmes à débrayer demain à partir de 11h44. C'est l'heure à laquelle finalement on va travailler bénévolement jusqu'à la fin de l'année. On va en parler bien sûr sur ce plateau. Erwan Tison, bonjour. Vous êtes coordinateur des études au sein de la Fondation Concorde. Vous avez travaillé sur ces questions d'inégalité salariale. Cela représente un manque à gagner pour vous de 62 milliards d'euros. Vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. Et Olivier Thévenon, bonjour. Vous êtes économiste au sein de la direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales à l'OCDE, auteur d'une étude sur l'égalité, atteindre l'égalité femmes-hommes, un combat difficile, publié par l'OCDE. Tout récemment, c'était le 17 octobre dernier. Première question pour vous, Rebecca Amsalem. Ce n'est pas nouveau, ce mouvement qui appelle les femmes à s'arrêter de travailler. C'est une campagne de communication, mais au-delà de ça, finalement, on se rend compte qu'il y a peu d'actions concrètes pour faire évoluer les choses. Oui, absolument. Alors, ce n'est pas une demande à ce que les femmes s'arrêtent de travailler. On n'est pas un syndicat, on n'est pas une organisation politique, on ne fait pas ce type d'appel. Par contre, l'idée, c'était vraiment de créer une date symbolique à un moment pour faire comprendre qu'il existe encore aujourd'hui, en 2017, une vraie disparité en matière de rémunération entre les femmes et les hommes. Et donc, nous, on a choisi le chiffre d'Eurostat. Il existe d'autres chiffres qui sont tout aussi pertinents, d'ailleurs, pour vraiment mettre en lumière les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Mais ça montre qu'encore aujourd'hui, il y a 15,8% d'écart entre les rémunérations des femmes et des hommes. Laurence Rossignol, il y a une prise de conscience réelle, il y a des actions concrètes, mais on voit que les entreprises rechignent finalement toujours à appliquer, notamment la loi, parce qu'il y a des lois aujourd'hui qui sanctionnent les entreprises qui ne respectent pas cette égalité salariale. Mais oui, elles rechignent parce qu'elles ont un intérêt. Quand les femmes sont sous-payées, le coût du travail, ce fameux coût du travail que le MEDEF veut tout le temps baisser, eh bien là, il est baissé par le sous-paiement des femmes. Mais peut-être quand on parle des entreprises, il faut parler aussi d'une très grande entreprise qui sous-paye les femmes également, c'est la fonction publique. Et vous avez un petit reportage au début qui indiquait quelles seraient les recettes fiscales que produirait une égalité salariale entre les femmes et les hommes. En même temps, si on appliquait dans la fonction publique la même règle, un travail égal, salaire égal, et puis la chasse aux inégalités professionnelles, et on reviendra probablement sur leurs racines, parce que la difficulté tient aussi à la complexité, il faudrait augmenter quasiment de 20% la masse salariale de l'État, fonction publique d'État, fonction publique territoriale. C'est un peu moins grand dans la fonction publique hospitalière. Et donc effectivement, quand on parle égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, on parle d'argent et on parle d'une manne qui est effectivement donnée aux entreprises en sous-payant les femmes dans les métiers dans lesquels elles sont souvent cantonnées.
Olivier Thévenon, Laurence Rossignol évoquaient cette question des racines, de ce pourquoi finalement les femmes sont moins bien payées. Vous avez travaillé sur cette question, alors d'où ça vient? Alors effectivement, il y en a plusieurs, mais moi je voulais souligner tout l'intérêt qu'a cette démarche, parce qu'effectivement, elle est symbolique, et cette idée de débrayer à partir de demain, je trouve qu'elle peut frapper les esprits, et c'est viscéralement finalement ce dont on a besoin, parce que c'est un changement d'attitude assez général qu'il faut opérer, à la fois dans le milieu de l'entreprise, comme il a été signalé, mais pas seulement, je dirais, aussi à la maison, c'est-à-dire chez soi. Et c'est là où on touche les racines. Évidemment, il y a des facteurs. Les femmes sont souvent dans des professions qui sont moins bien payées que les hommes. Elles ont de plus de difficultés à progresser dans leur carrière. Et l'un des facteurs qui aussi explique cela, c'est qu'elles doivent supporter la plus grande part, en tout cas, de la conciliation entre travail et vie familiale, dès lors que le ménage a donné naissance à des enfants. Et là, évidemment, le partage entre hommes et femmes dans la sphère domestique est extrêmement important si on veut à terme aussi arriver à une plus grande égalité entre hommes et femmes en matière de salaire. Erwan Tison, sur les racines de ces inégalités, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? C'est vrai que les causes sont multiples. Les causes sont multiples, effectivement. Une des racines que nous avons identifiées à la Fondation Concorde réside aussi dans la durée du congé paternité. Aujourd'hui, vous avez 11 jours pour les hommes, c'est beaucoup plus pour les femmes, et seulement 4% justement des hommes prennent un congé parental de plusieurs mois à la fin de leur congé paternité. C'est d'ailleurs une des principales leviers qu'on pourrait activer du coup pour pouvoir éventuellement résorber cette inégalité-là, en plus d'actions symboliques comme elle appelle à le faire demain les Glorieuses. Ouais. Laurence Rossignol, c'est vrai que le congé maternité, ça maintient la femme en dehors de l'emploi, ça la freine dans sa progression. Moi, j'identifie trois causes principales. La première, c'est le temps partiel. Parce que quand on parle inégalité salariale, on parle en masse. C'est-à-dire qu'on compare le volume de salaire des hommes au volume du salaire des femmes. Donc, il y a le temps partiel, et le temps partiel vient, comme viennent de le dire les deux intervenants précédents, de l'inégalité des charges domestiques et familiales qui pèsent sur les femmes. Deuxième sujet, les classifications. Il faut savoir que les métiers dans lesquels les femmes sont les plus nombreuses sont les métiers dans lesquels les grilles de classification sont le plus défavorables pour les femmes. Il y a un exemple qui est toujours intéressant, c'est qu'on ne rémunère pas de la même façon une même tâche selon si elle est effectuée par les hommes ou par les femmes. Alors bien entendu, c'est pas dit comme ça. Il y a pas la classification, elle prend pas le critère de sexe. Mais je prends un exemple simple. Vous prenez le fait de soulever des charges lourdes. Soulever des charges lourdes, quand il s'agit des sacs de ciment, c'est mieux rémunéré que quand il s'agit de soulever des malades, des personnes âgées. C'est-à-dire dans tous les métiers du soin où les femmes passent leur temps à se pencher, soulever une charge, se repencher, et où c'est la même pénibilité, eh bien dans les grilles de classification, ce n'est pas compté de la même façon. Et enfin, troisième sujet, alors là on est dans le sexisme pur, puisqu'on identifie à peu près à 9%, si ma mémoire est bonne, ce qu'on appelle le résiduel. C'est-à-dire une fois qu'on a tout expliqué, c'est qu'est-ce qui reste et qui n'est pas explicable. Et là, on trouve ça particulièrement chez les cadres. Bien entendu, c'est plus facile d'un certain point de vue de développer des inégalités salariales chez les cadres que chez des gens qui sont au SMIC. C'est l'histoire toujours que racontent beaucoup de femmes, c'est le collègue, le voisin de bureau qui oublie sa feuille de paye à la photocopieuse, et tout d'un coup, la femme qui trouve cette feuille de paye découvre que pour une tâche identique, une fonction identique, l'écart de rémunération est autour de 20 à 30%. Et plus on monte, plus les écarts de rémunération sont élevés chez les cadres. Et après, il faut examiner dans le top management comment est constitué un conseil d'administration et surtout un comité exécutif. Il y a soit pas de femmes, soit on les trouve sur des fonctions les moins rémunérées, le juridique ou la communication. Voilà. Et ça, vous avez à peu près, sous votre contrôle à tous, à peu près les trois poches d'où résident les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Alors, face à cela, Rebecca Amsalem, il y a une campagne plutôt offensive du gouvernement qui veut mettre en place du testing auprès des entreprises. On veut faire du name and blame, on nomme, on blâme. Ça peut être efficace comme mesure selon vous pour sanctionner les entreprises? Je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Si jamais on veut faire en sorte d'arriver à cette égalité dans 20 ans et non pas dans 217 ans comme une étude l'a montré aujourd'hui, je pense qu'il faut s'inspirer en fait tout simplement de ce qui a déjà été fait dans les pays où l'égalité est la plus proche, en Islande, en Norvège, en Suède. Et nous, c'est ce qu'on a fait du coup dans l'étude qu'on a publiée avec les Glorieuses, c'est qu'on allait s'inspirer de ce qu'ils avaient fait en matière de politique publique. Et en fait, il y a 3 leviers sur lesquels on peut travailler aujourd'hui.
La transparence des salaires en entreprise, ça c'est fondamental. Il faut faire en sorte que les entreprises publient leur grille des salaires. Parce que finalement, sans ces informations, on aura beau faire des actions de communication comme on en fait demain, finalement, on ne connaîtra pas la réalité de cette question-là. Le deuxième point, c'est, comme vous l'avez souligné précédemment, le congé parental. Il faut qu'il y ait un congé parental qui incite à ce que les deux parents du couple le prennent de manière équitable et en tout cas pour une même durée. Et le troisième élément, c'est comme en Islande, c'est ce qu'ils ont mis en place l'année dernière, c'est ce qu'ils appellent un certificat d'égalité obligatoire pour les entreprises. Donc c'est aux entreprises elles-mêmes de prouver qu'elles ont respecté cette égalité des salaires. Et ce certificat, elles sont obligées de le demander à l'administration publique qui leur délivre à partir du moment où elles ont rempli un certain nombre de critères. Donc il faut vraiment travailler au niveau des politiques publiques autour de ces trois éléments, la transparence des salaires, le congé parental et le certificat d'égalité. Erwan Tizon, vous dites aujourd'hui les lois ça ne suffit pas, il faut actionner d'autres leviers. Lesquels? Vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Tout à fait, j'adhère totalement à ce qui vient d'être dit. Sur le volet législatif, on est parti d'un constat à la Fondation Concorde, c'est que sur ces 10 dernières années, on a eu 2 lois et un décret visant justement à égaliser les salaires et ça ne marche pas. Nous, on a pris un autre parti qui est celui de dire on va quantifier ces inégalités-là. On est dans un période de processus de budget pour l'année prochaine, on parle beaucoup de chiffres, on a voulu aussi apporter notre contribution et on a remarqué que la différence de salaire entre les femmes et les hommes, aujourd'hui en France, représente 62 milliards d'euros de pertes pour l'économie française. Alors, comment parvenez-vous à ce chiffre? Alors tout simplement, en fait, on a créé une matrice économique sur laquelle on a égalisé les salaires des femmes et des hommes en prenant en compte les disparités qu'il y avait aujourd'hui par catégorie socio-professionnelle. Et de là, on a tiré du coup le bénéfice salarial net pour les actives qui serait d'environ 33 milliards. Et on a également sorti le bénéfice pour Bercy qui serait aux alentours de 33-34 milliards. À côté de ça, on a imaginé que toutes les taxes augmentaient, la TVA, l'impôt sur le revenu. Et on arrive quand même à des chiffres assez impressionnants dans une période où économiquement c'est pas forcément tout rose. Vous n'avez pas intégré l'augmentation de la masse salariale de la fonction publique, puisqu'on retrouve exactement les mêmes inégalités avec les mêmes gaps dans la fonction publique que dans le privé, parce que là ça coûte dans la fonction publique si on augmente les salaires. Ça coûte mais ça rapporte parce qu'après on enclenche aussi un processus d'augmentation de la consommation, donc d'augmentation du carnet de commandes, donc d'augmentation de la croissance et création d'emplois. Donc tout le monde en profitera et l'État aussi par l'augmentation des recettes publiques. Parce qu'il faut quand même, faut pas être totalement angélique sur ces sujets. On est entre gens ici qui sommes convaincus et plein de bonne volonté. Et puis on a 48 heures pendant lesquelles tout le monde va être pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. C'est comme on est dans une séquence où tout le monde est pour le respect et contre le harcèlement sexuel. Mais après, les choses vont revenir, le business as usual va reprendre. Il y a quand même des intérêts économiques importants en jeu dans cette affaire-là. Il y a des privilèges à défendre dans l'inégalité salariale femmes-hommes. Il y a d'abord le fait que les femmes fassent 80%, 70 à 80% des tâches ménagères à la maison. C'est un travail invisible, non rémunéré. Et il y a des bénéficiaires du fait que les femmes fassent ce travail-là à la maison. Il faut qu'on en parle aussi. Il y a dans les entreprises des profits supplémentaires, le coût du travail est moins élevé quand c'est les femmes qui l'assument, et il y a dans l'État un avantage aussi en termes de budget public, de dépenses publiques, à ce qui est 20% aussi d'écart salarial entre les femmes et les hommes. Ce que je veux dire, c'est que c'est un grand bouleversement de l'ordre établi. Ce n'est pas une affaire, c'est pour ça que les lois d'ailleurs... La première loi date de 83 et on en est toujours à constater qu'on n'a pas atteint les objectifs. Ce n'est pas une affaire aussi consensuelle qu'elle semble l'être, cette affaire de l'égalité salariale. Moi, j'adhère totalement aux propositions que vous faites et en particulier à la question de la transparence des salaires, qui aura le double avantage aussi de lutter contre les trop grands écarts de salaire, y compris entre les hommes et les hommes, dans l'entreprise, qui est un des maux de l'économie actuelle. Olivier Thévenot, je voudrais revenir aux chiffres annoncés par la Fondation Concorde. Ça créerait 26 000 emplois de plus par an. C'est un manque à gagner pour l'économie française de 62 milliards d'euros. C'est colossal. Comment on peut convaincre justement les entreprises que avoir un salaire égal pour une femme, c'est aussi un facteur de performance? Alors ça peut l'être, mais je reviendrai, je ferai écho à ce que disait Laurence Rossignol. C'est une perspective. Il y a des gains économiques, à coup sûr, à long terme, à gagner d'une plus grande égalité, mais elle doit faire. C'est selon certaines conditions. C'est pas. Il y a certains changements organisationnels à mettre en place, à la fois dans les entreprises et puis on le disait déjà
cas aussi dans la façon de s'organiser des ménages, pour qu'il y ait des bénéfices qui puissent être générés de cette plus grande égalité entre hommes et femmes. Alors nous aussi, alors ce qu'il faut avoir, c'est qu'à terme, quand même, on vit quand même sur une inégalité entre hommes et femmes qui peut être coûteuse économiquement, simplement par le fait qu'aujourd'hui, globalement, les femmes sont plus qualifiées que les hommes. Donc il y a un problème d'allocation de la main-d'œuvre et des compétences et des qualifications qui, à terme, peut entraver, disons, la dynamique de croissance économique. Et c'est ce qu'on essaye effectivement de regarder dans notre ouvrage, en partie. Mais évidemment, il y a des intérêts en jeu, des conservatismes, des bénéfices à court terme qui veulent être maintenus et qui font obstacle à cette plus grande égalité. Et donc les moyens un petit peu d'aller de l'avant, ça nécessite effectivement des politiques qui sont publiques, qui soient très actives. Et je rejoins tout à fait les propositions qui sont faites. Lorsqu'on regarde ce que font les pays, alors effectivement... Est-ce qu'il faut des sanctions, comme le prévoit le gouvernement, dire sur la place publique aussi, donner les noms des entreprises. Alors, il y a des sanctions financières. Alors il y a plusieurs choses, mais il y a des pénalités. Pour reprendre un petit peu ce qui a été évoqué, il y a effectivement l'idée d'assurer une plus grande transparence des niveaux de rémunération qui sont mis en place dans beaucoup de pays, l'Australie, le Royaume-Uni, le Japon, qui vont dans cette direction. Certains pays aussi essayent de mettre à disposition des employés des calculateurs de salaire qui prend en compte les professions, mais aussi la région dans laquelle les employés travailleraient, pour avoir une idée vraiment concrète du salaire auquel ils peuvent prétendre. Le congé parental est effectivement quelque chose qui pourrait être réformé en vue d'inciter un peu plus d'hommes, il faut le dire, de pères, à partager ce congé. Et puis les actions, effectivement, il ne faut pas les négliger. Alors il y a le certificat de bonne conduite que vous évoquez, et puis les campagnes d'information qui peuvent essayer aussi de changer les mentalités, parce que là, encore une fois, je reviens sur ce que je disais en introduction, un changement d'attitude assez générale et de prise de conscience assez générale est important. À cela, j'ajouterais aussi quand même que ce qui est intéressant dans les lois qu'on a observées et qui ont été mises en œuvre en France pour assurer l'égalité professionnelle, c'est que on a constaté, le Haut Conseil à l'égalité entre hommes et femmes a publié un rapport il y a 2 ans qui montrait que, en gros, la moitié des entreprises de plus de 50 salariés n'étaient pas au courant même des obligations légales qui leur a été faites de mettre en place des plans d'égalité entre hommes et femmes. Nul n'est censé ignorer la loi pourtant. Et pourtant, voilà, donc il y a vraiment une campagne d'information à faire. Et puis, de la part de la puissance publique, il y a aussi un système public de suivi des lois et de mise en place des sanctions qui doit être mise en place parce qu'on fait face à un grand défaut dans cette matière. Ça veut dire quoi, Rebecca Amsem? Ça ne sert à rien ce que fait le gouvernement en ce moment, c'est cette politique finalement de carottes, de bâtons, on fait des sanctions, on fait du testing, on donne le nom des entreprises qui ne respectent pas la loi. C'est pas comme ça qu'on arrivera à une égalité parfaite, si c'est possible un jour? Pas tout de suite en tout cas. Je pense que c'est pas suffisant. Vraiment, c'est pas suffisant. On l'a vu, l'action a été mise en place, il me semble, il y a plusieurs semaines déjà. Il y a déjà des noms d'entreprises qui ne respectaient pas cette égalité salariale qui ont été publiés. J'ai pas vu beaucoup d'articles sur ces entreprises et je pense pas que leur chiffre d'affaires n'en est vraiment pâti. Je pense que si on veut vraiment arriver à une égalité concrète, déjà, il faut qu'on se rende compte que chacun et chacune, à notre niveau, on peut faire quelque chose pour arriver à cette égalité. En tant que salarié, on peut aller voir les syndicats de son entreprise et faire valoir justement nos droits, comme vous le disiez précédemment. Au niveau des entreprises aussi, forcément, si jamais tous les chefs d'entreprise décidaient demain d'augmenter le salaire des femmes, on n'aurait plus à se battre et il n'y aurait plus de mouvement pour l'égalité salariale, on y arriverait. Mais il faut qu'il y ait un accompagnement par les pouvoirs publics, il faut qu'il y ait des politiques publiques qui soient plus incitatives, comme les 3 que j'ai mentionnés précédemment, la transparence des salaires, le congé parental et le certificat d'égalité. Si on veut vraiment arriver à une égalité,
non pas dans 200 ans, mais dans 10 ans. Et c'est possible, en fait. C'est ça qui est intéressant avec cette question-là. On peut y arriver. Laurence Rossignol. 2 petits retours d'expérience, 2 anecdotes. Lorsque j'étais en charge des droits des femmes, j'ai eu effectivement à connaître de ce que vous évoquiez là un instant, c'est-à-dire le nombre d'entreprises qui ne respectent pas l'obligation de faire un plan égalité professionnelle. Et à ce moment-là, la question a été posée de les publier, ces entreprises, de donner leur nom. Parce que là, on n'est pas dans 3 entreprises qui n'ont pas accepté, qui sont défilées pour une réunion. C'est les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations. Je me suis heurtée à Bercy et au ministre chargé des entreprises de l'époque, qui considérait que ce n'était pas une bonne manière et qu'il valait mieux essayer de les convaincre. Voilà, ça c'est première petite anecdote. Deuxième, c'est que le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, le CSEP, a mis en place l'année dernière, a réalisé un guide pour que la négociation, comment conduire une négociation côté patronal et côté syndical salarié sur l'égalité professionnelle. À la fin de toute la période d'élaboration et de rédaction, le MEDEF, qui était autour de la table puisqu'il fait partie du CSEP, a refusé de s'associer à ce document qui n'avait rien de contraignant, qui n'était qu'un guide de la négociation. Moi, j'attends d'un gouvernement, je l'ai attendu quand j'étais en responsabilité, ça ne s'est pas fait, j'ai espéré du suivant, que la première conférence sociale sérieuses qui se tiennent sur l'égalité salariale. Parce qu'il y a quand même une espèce de contrat tacite, d'arrangement tacite entre d'un côté le patronat, les pouvoirs publics et aussi les organisations syndicales salariées, il faut bien le dire, pour ne pas faire de ce sujet le sujet central de la négociation sociale aujourd'hui. Jamais il ne s'est tenu une conférence sociale consacrée à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et je conclurai sur un mot, je suis très inquiète pour l'avenir, parce que c'est aussi une affaire de métier, l'égalité. Ce n'est pas qu'une affaire de salaire. Et les métiers déterminent les salaires. Et dans ce qu'on nous présente comme étant le secteur d'avenir, c'est-à-dire tout ce qui est les nouvelles technologies et les fameuses start-up, nous avons 15% de femmes aujourd'hui dans ces entreprises, confinées dans les métiers de communication, de droit, de finance. Aucune sur les métiers techniques. Nous avons toujours que 15% de filles qui rentrent à Polytechnique. Elles ne passent pas le concours. Nous n'avons pas de femmes dans les écoles d'ingénieurs, pas suffisamment. Donc si je regarde quels seront les métiers de demain, d'ores et déjà, je vois que les femmes en sont absentes. Et ce n'est pas simplement parce qu'on leur ferme la porte, c'est parce qu'elles ne la franchissent pas. Donc depuis l'école maternelle, la lutte contre les stéréotypes de genre devrait être une des priorités pour préparer l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais là, il faut encore affronter les conservatismes. Rappelons-nous ce qu'ont donné les débats sur les stéréotypes de genre à l'école, les conservatismes et puis l'éducation nationale qui ne veut pas d'ennui en fait avec qui que ce soit dans l'école. Erwan Tison, peut-être sur l'impact économique, parce que vous avez travaillé sur ces questions. Alors juste sur revenir, je vais essayer de combiner ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire l'impact économique et comment parvenir justement à cette égalisation des salaires. Moi, je suis pas persuadé que justement il faut toujours s'en remettre à l'État, parce que l'État bien sûr a son rôle à jouer sur le congé paternité déjà, mais c'est aussi une prise de conscience qui doit se faire au sein même des entreprises et même au sein même de la société. Vous l'avez dit avant, Madame la Ministre, on en parle 48 heures et puis on aura vite oublié. Lundi, on parlera d'autre chose. C'est pour ça que aussi c'était le but aussi de notre étude. Un chiffre peut-être à retenir, c'est que si jamais du coup cette égalisation des salaires est opérée en termes de recettes fiscales, ça pourrait permettre de baisser de 50% l'impôt sur le revenu des différents citoyens. Donc allez voir les contribuables en disant si jamais vous faites pression auprès des entreprises pour lesquelles vous êtes consommateur ou pour lesquelles vous êtes acteur en tant que salarié, et votre impôt sur le revenu peut diminuer de presque par 2. Ça peut paraître un peu démagogique dit comme ça, mais c'est aussi un levier qui peut être activé. Il ne faut pas oublier non plus le pouvoir du citoyen par rapport à son économie et son écosystème. Rebecca Amsalem, on le disait aussi, il y a une vraie urgence sur ce sujet. On est en plein débat sur les questions de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle, de violence conjugale. Est-ce qu'on peut faire un lien aussi entre ces inégalités salariales et la question du sexisme aujourd'hui? Le patriarcat. La domination masculine. C'est systémique. Notamment sur le manque d'autonomie financière qui conduit aussi parfois les femmes justement à ne pas victimes de violence, à ne pas quitter... Il y a un lien, très clair. Il y a un lien, c'est ce que vous disiez, il y a un lien systémique. Les femmes et les hommes, d'ailleurs, vivent dans un système qui est amplement inégalitaire pour les femmes. Et ça se rejoint avec ce qu'on a vu avec le mouvement Moi aussi et Balance ton porc, qui a eu une ampleur considérable. Et là où c'était intéressant, là où ce mouvement était extrêmement intéressant, c'était que pour la première fois, j'avais l'impression que
la parole des femmes était entendue, la parole des femmes était légitimée. Et ça se rejoint également avec l'égalité salariale. On a tendance à dire que les femmes ne gagnent pas autant que les hommes parce qu'elles ne demandent pas d'augmentation. Elles n'osent pas. Elles n'osent pas négocier leur salaire. C'est absolument faux. Elles osent négocier leur salaire, elles demandent des augmentations. Et il y a même des études qui montrent qu'en fait, on a tendance à pas les donner pour les femmes, ou en tout cas pas autant que pour les hommes. C'est ça le problème. C'est effectivement, on vit dans un système qui privilégie les hommes et pas les femmes. Et il est temps de regagner ce pouvoir pour vraiment créer une égalité concrète entre les femmes et les hommes. Olivier Thévenon, c'est vrai qu'aussi même les jeunes femmes qui sont en école de commerce, vous parliez de Polytechnique, celles qui arrivent à ce niveau d'études, elles n'osent pas, nous dit-on, négocier leur salaire, alors qu'un homme, visiblement, on est face à des stéréotypes qui sont ancrés depuis très très longtemps. Un homme, on va trouver ça viril finalement, qui demande plus d'argent lorsqu'il est embauché par une entreprise. Alors c'est effectivement ce qu'on trouve parfois, mais il y a effectivement quand même certaines catégories de femmes qui osent et certaines catégories d'hommes qui n'osent pas. Mais je crois que vraiment la racine du mal vient de ce que évoquait Laurence Rossignol. C'est qu'en amont de ça, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui arrivent à Polytechnique et qui arrivent dans des carrières scientifiques ou de compétences techniques. Et à l'inverse, pas beaucoup d'hommes qui travaillent dans des secteurs du soin, de la santé, dans des secteurs sociaux. Donc il y a vraiment un changement de mentalité qui passe effectivement dès l'école, à la fois dans l'éducation qu'on a en direction des enfants, et puis des systèmes de sélection et des systèmes d'orientation. Et donc c'est avec ces changements-là qu'on peut espérer à long terme avoir une vraie convergence entre les hommes et les femmes et assurer une égalité, non pas simplement en matière de salaire, parce que l'égalité en matière de salaire, ce ne sera que le résultat d'une plus grande égalité à l'école, dans le choix d'orientation, lorsqu'il y a des décisions familiales qui sont prises, et puis dans le métier que les jeunes adultes choisiront. Donc au bout du processus, on pourra avoir une meilleure égalité salariale, mais on voit bien qu'il faut vraiment effectivement partir dès le plus jeune âge. Quand on critique les jouets roses pour les petites filles et les jouets bleus pour les petits garçons, les pelles, les balayettes pour jouer à la maman, et puis les lunettes d'astronomique pour jouer aux garçons. Quand on critique ça, on nous dit toujours, vous les féministes, vous feriez mieux de vous occuper des choses importantes que de vous occuper des jouets. Eh bien, la question des jouets, où depuis une dizaine d'années, on est en régression totale, c'est-à-dire que la place des rayons filles et des rayons garçons n'a fait que s'accroître dans les magasins de jouets. C'est un sujet central. Quand vous avez un magasin de meubles, récemment, qui vous montre 2 photos de chambres d'enfants, la chambre de la petite fille, elle est rose avec une coiffeuse. Il n'y a pas de bureau. La chambre du petit garçon, elle est bleue avec un bureau et une map monde sur le bureau. Voilà une chambre de fille, une chambre de garçon. Comment voulez-vous qu'à l'arrivée, les petites filles ne soient pas conditionnées pour considérer qu'elles doivent être belles et les petits garçons pour considérer qu'ils doivent être dans la technologie et les métiers techniques? Et on est perpétuellement moqués, nous les féministes, parce qu'on justement, on dénonce la dimension systémique. On ne s'en sortira pas en découpant les sujets par tranches. La semaine de l'inégalité salariale, ça doit faire l'objet d'une réflexion globale des jouets, sur ces questions. C'est global. Et nos adversaires ne veulent pas traiter le sujet de façon globale. Erwan Tison, peut-être vous souhaitez ajouter. Oui, il y a un problème systémique aussi, même au sein des entreprises. L'image même que renvoie justement la femme dirigeante. Aujourd'hui, il n'y a que 25% des dirigeants d'entreprise qui sont des femmes. Ça pose quand même un souci, sachant qu'elles représentent 48% de la population active, sur 2. Donc derrière, il n'y a pas cette volonté de se dire, tiens, moi aussi je peux diriger une entreprise, moi aussi je peux avoir accès à des fonctions dirigeantes. Et pareil, je me rappelle mes années universitaires, quand j'ai fait mes études d'économie, la plupart du temps on nous disait les femmes vous allez en gestion et les hommes vous allez partir en finance et en management. C'est un problème qui est culturel mais qui mettra effectivement beaucoup de temps et qui sera global à devoir résoudre. Peut-être aussi montrer beaucoup plus d'exemples de réussite, de se dire pas uniquement voilà c'est monsieur machin qui réussit, mais aussi de dire que la réussite n'est pas forcément regenrée et qu'elle est aussi féminine. Pas de femmes dans les bouquins de maths, pas de femmes dans les bouquins de sciences, que des hommes pour incarner la réussite et la recherche en matière scientifique et technologique. Et pourtant, les femmes, elles sont là.
elles existent. En général, elles étaient juste derrière l'homme qui vendait et récoltait les fruits de l'invention et du progrès. Eh bien, la route est longue. Merci Laurence Rossignol, merci à vous Rebecca Msalem, merci Erwan Tison, merci Olivier Thévenon. Vous le savez, se tient en ce moment à Matignon une réunion entre le Premier ministre Édouard Philippe et les signataires des accords de Matignon sur l'avenir, sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Alors, on va tout de suite retrouver Clément Perrault, notre journaliste qui suit ces discussions pour nous. Clément, quels sont les enjeux de cette réunion ? Eh bien, l'enjeu de cette réunion, c'est de préparer ce référendum qui sera donc organisé en 2018 en Nouvelle-Calédonie. Ce sera sans doute au mois de novembre, donc dans un an. Alors, autour d'Édouard Philippe, en ce moment même à Matignon, il y a Annick Girardin, la ministre de l'Outre-mer, également les 2 sénateurs et les 2 députés de Nouvelle-Calédonie et des élus de Nouvelle-Calédonie, à la fois élus du Congrès et du gouvernement de ce territoire. Alors, le point sensible dans ces discussions, c'est de savoir qui pourra voter à ce référendum. Ce que prévoient les accords de Nouméa votés en 98 par le gouvernement Jospin et qui régissent ce référendum, c'est que puissent voter tous ceux qui vivent en Nouvelle-Calédonie sans discontinuité depuis 1994. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a 11 000 habitants électeurs de Nouvelle-Calédonie qui répondent à ces critères, mais qui aujourd'hui ne sont pas inscrits sur les listes pour voter à ce référendum. Sur les 11 000, il y en a 7 000 qui sont natifs, c'est-à-dire des Kanaks. Et ce que veulent les indépendantistes, c'est que ces 7 000-là soient inscrits automatiquement et qu'il y ait des discussions pour les 4 000 électeurs restants. De son côté, le gouvernement ne veut pas entendre parler de distinction et veut que les 11 000 électeurs soient traités à la même enseigne. À ce sujet, je vous propose d'écouter Philippe Gomes. C'est un député de Nouvelle-Calédonie. Il nous a confié ses impressions juste avant cette rencontre avec Édouard Philippe. On a aujourd'hui 160 000 électeurs qui sont inscrits sur la liste référendaire pour décider ou pas de l'indépendance du pays dans un an. Il y a quand même, on considère, 11 000 électeurs, Kanaks et non Kanaks, qui aujourd'hui ne sont pas inscrits sur cette liste parce qu'ils n'ont jamais accompli les formalités nécessaires. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver des modalités d'inscription d'office de ces Calédoniens pour que le résultat du scrutin soit le plus incontestable possible. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas décider de l'indépendance ou pas d'un pays avec un doute sur ceux qui peuvent voter ou ceux qui ne peuvent pas voter. Il faut vraiment que la sincérité du scrutin soit au rendez-vous. Qui pourra voter? Vous l'avez entendu, c'est une question très importante autour de ces discussions. L'autre question, c'est de savoir comment sera formulée justement la question qui sera posée aux électeurs. C'est bien sûr un point très important. En tout cas, ce que souhaite le gouvernement fondamentalement, c'est qu'il n'y ait pas de tension à l'issue de ce référendum. Ce que veut le gouvernement, c'est que le résultat soit absolument incontestable pour qu'il n'y ait pas de tension sur l'île. Pour ce qui est des pronostics à un an sans doute de ce scrutin, il semble que le oui au maintien dans la République française soit largement favori. Selon les dernières enquêtes, environ 60% des Calédoniens souhaitent rester en France. Les indépendantistes, eux, à un an de ce scrutin, apparaissent particulièrement divisés. Le gouvernement, de son côté, va commencer à labourer le terrain. D'abord, Édouard Philippe se rendra sur place. Ce sera à la fin du mois ou début décembre. Emmanuel Macron, le président de la République, lui, se rendra en Nouvelle-Calédonie au mois de mai de l'année prochaine. Merci beaucoup Clément. La prise en charge du cancer devient-elle trop chère? Des médecins s'inquiètent notamment de la hausse des prix des médicaments qu'ils jugent intenables. Ils appellent les laboratoires à plus de transparence. Les explications de Jérôme Rabdi. Ce sont de petits flacons qui peuvent valoir jusqu'à 100 000 € par an et par patient. Keytruda ou Opdivo, c'est leur nom, sont des traitements de nouvelle génération contre le cancer. Leur efficacité serait très élevée, mais le coût qu'ils font peser sur le système de santé pose question. En France, c'est le CEPS, Comité économique des produits de santé, qui est chargé de fixer le prix des médicaments. Mais les conditions de négociation sont opaques au nom du respect du secret des affaires. Pour les associations d'usagers, il faut davantage de transparence, et notamment des représentants d'associations dans ce CEPS. Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas des professionnels de santé, nous représentons exclusivement l'intérêt des citoyens et des malades et on n'a pas d'autre chose à défendre, on n'a pas une usine à faire tourner, on n'a pas une administration à protéger, on n'a rien de tout ça, on a juste l'intérêt des patients, des usagers, des citoyens. C'est évidemment les laboratoires qui sont visés. Eux répondent qu'ils investissent rien qu'en France plus de 5 milliards € par an dans la recherche et le développement de nouvelles molécules. Mais l'État, qui a la main sur le prix, pourrait imposer de nouvelles mesures.
Les commissions pourraient être en effet plus ouvertes, d'abord aux spécialistes, aux chercheurs, à des personnalités comme le directeur de l'Institut Curie, et puis ensuite aux usagers. C'est évident qu'à ce niveau-là, il faudrait plus de transparence, parce qu'il est facile de critiquer le prix d'un médicament, parce qu'on ne sait pas comment ce médicament a été fait, quelles ont été les recherches nécessaires, combien ont coûté ces recherches pour arriver à un médicament. Jouer sur la durée du brevet, pour l'instant fixé à 20 ans, est une piste pour tenter de faire baisser les prix. Un contrôle plus poussé des laboratoires est également réclamé par d'autres, qui rappellent que le marché des médicaments anticancéreux est évalué à 100 milliards d'euros par an dans le monde. Et Thierry Philippe, cancérologue, président de l'Institut Curie, est notre invité. Il répond aux questions de Saveria Rojek. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Thierry Philippe. Bonjour. Alors vous lancez aujourd'hui un cri d'alarme face à la hausse du prix des anticancéreux. Pour qu'on comprenne bien et avant de parler de ce qu'il faudrait faire, est-ce que vous pouvez d'abord nous dire à quoi est due cette explosion du prix des traitements anticancers ? C'est clairement dû aux nouveaux médicaments. Ça a été bien expliqué dans votre sujet. Je crois que la meilleure façon de poser le problème, c'est de regarder dans le temps. Le premier plan cancer, Chirac, Jospin, en réalité ça avait commencé un petit peu avant avec Lionel Jospin, c'est le moment où on a financé à l'euro près les médicaments du cancer. À cette époque, le cancer, c'était à peu près 15 milliards d'euros pour l'ensemble des dépenses, tout compris, y compris les arrêts maladie, etc. Et les médicaments, c'était moins d'1 milliard par an pour la totalité du traitement de tous les malades cancéreux de France. Aujourd'hui, on est à 16,5 milliards, ce qui finalement est une augmentation qui n'est pas énorme. Jospin, c'est 2000, donc c'est quand même il y a 17 ans. L'augmentation n'est pas très importante pour la première cause de mortalité, dont on sait qu'elle va augmenter du fait du vieillissement de la population. Mais les médicaments, cette fois-ci, ils sont à 3 milliards. On peut se dire, là aussi, 3 milliards d'euros pour la première cause de mortalité du cancer. Après tout, pourquoi pas ? Mais, si vous regardez sur les 3 dernières années, vous voyez une progression qui nous amènerait à 10 milliards d'euros en 2020-2021. Donc voilà pourquoi il y a un cri d'alarme. Parce qu'aujourd'hui, on peut payer les médicaments, on est toujours à l'euro près sur ce qu'on appelle la liste en sus, qui est un système... C'est important de le rappeler. Aujourd'hui, la France n'est pas en difficulté pour financer les traitements anti-cancer. Alors si, on est en difficulté parce qu'on n'arrive plus à payer. Au bout d'un moment, quand on dit que l'ONDAM va augmenter de 2%, ça devient compliqué si les médicaments du cancer pèsent 10 milliards sur pratiquement 200 milliards. Donc c'est quand même énorme pour une maladie. Mais alors, si aujourd'hui la recherche, si aujourd'hui la recherche est financée, les traitements sont remboursés, en quoi la situation est-elle si grave, si tendue, comme vous nous le dites ? Parce que si vous montez à 2022-2024, vous aurez une assurance maladie qui aura dépassé les 200 milliards et des médicaments du cancer qui seront passés de 3 à 10 milliards d'euros. On sait très bien qu'on n'y arrivera pas. Donc il faut réagir maintenant, justement parce qu'on a encore le temps, parce que les choses sont négociées actuellement, parce que, je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, mais c'est la vérité, on a une ministre qui a été présidente de l'Institut national du cancer, présidente de la HAS, elle connaît le dossier sur le bout du doigt. Donc c'est le moment. Et là où je ne suis pas d'accord avec votre sujet, c'est le monsieur qui est dans son rôle pour dire nous on est les malades, mais c'est pas une guerre. Les médecins, les malades, les industriels et l'État doivent travailler ensemble et en aucun cas les uns contre les autres. Une question d'abord, est-ce qu'aujourd'hui les médecins, le monde médical, est-ce que vous craignez une inégalité dans l'accès aux soins de ces traitements innovants ? Oui, à terme. Non, aujourd'hui. Moi, je suis... j'ai quelques heures de vol, dirons-nous poliment. Ça fait plus de 30 ans que je fais de la cancérologie. Jamais je n'ai eu à refuser un traitement pour un malade, quel qu'en soit le prix, à cause de son prix. Ça ne m'est jamais arrivé. À l'Institut Curie, à la date d'aujourd'hui, ça n'est jamais arrivé. Simplement, si on projette les choses à 3, 4, 5 ans, oui, si on ne peut plus rembourser. Parce que si on regarde ce qui se passe, par exemple, en Angleterre, ils refusent de financer. Voilà, justement, on va y venir. En Angleterre, les pouvoirs publics ont décidé justement de ne pas prendre en charge ces traitements innovants, mais qui, pour certains traitements, n'apportent que quelques semaines de survie. Est-ce que ce genre de décision des pouvoirs publics, ça pourrait arriver en France demain ? Je pense même que c'est souhaitable. Vous pensez que c'est souhaitable que les pouvoirs publics refusent de rembourser un traitement ? Je pense que c'est souhaitable qu'on fasse la différence.
entre des médicaments dont ceux dont vous avez parlé, qui sont des IL1 et PD1 pardon, et qui sont des médicaments qui guérissent aujourd'hui, qui font vraiment, c'est pas des progrès d'un mois ou deux, c'est des progrès considérables dans le cancer du poumon par exemple, progrès absolument considérables. Là, il faut qu'on paye et il faut qu'on trouve la solution pour payer. Alors vous parlez de 2 mois, c'est quand même pas beaucoup, mais vous parlez de quelque chose qui est la survie globale, et qu'il ne faut pas mélanger avec la survie sans récidive, parce qu'un certain nombre de ces médicaments ne modifient pas la survie globale du malade, mais modifient de façon considérable la survie sans récidive. Ça veut dire que vous allez vivre 2 ans, mais au lieu de vivre 2 ans en ayant 1 an et demi de maladie, vous allez vivre 2 ans en ayant seulement 3 mois de maladie. Je suis désolé, mais ça a une valeur, parce que c'est la qualité de la vie des gens, et je pense que pour ces malades-là, on doit continuer à payer, mais il me paraît tout à fait légitime que les médecins soient obligés de remplir une fiche, alors pas une usine à gaz, hein, une fiche d'1 page, qui disent voilà, j'ai donné ce médicament à ce malade pour telle raison, voilà le résultat que j'ai eu, voilà la durée sans récidive, voilà la durée de vie, et puis après on fait des statistiques, et si c'est pas valable, ben on arrête. Donc c'est aux médecins, aux praticiens de juger de l'efficacité du traitement qu'ils prescrivent ? C'est aux médecins de juger de l'efficacité, on peut venir contrôler, mais tout est contrôlé aujourd'hui. Vous savez, on est payé à l'activité, le PMSI, tout est contrôlé, donc il n'y a pas de problème que ça soit contrôlé, le médecin il est honnête, il dira voilà, j'ai commencé à telle date, j'ai eu tel résultat, et ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir avoir des statistiques à l'échelle nationale qui permettraient rapidement de savoir si ça vaut la peine. Et on ne les a pas aujourd'hui ? Non. Combien coûte un traitement anti-cancer aujourd'hui, ça en peut moyenne ? être jusqu'à 50 000 €, et on a fait un sondage récent qui a montré que les gens sont absolument pas au courant des prix. Ils sont inquiets. 50 000 € pour un cancer entre guillemets normal, mais ces fameux traitements innovants dont on parle. Non, voilà, je parle des traitements innovants. Je parle des traitements innovants dont vous avez parlé dans votre sujet. C'est à peu près 50 000 € par an. Voilà, c'est cher. Pour un seul malade, hein, évidemment. Alors on parle souvent d'aller vers le prix juste pour un médicament, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Comment on évalue, comment on fixe ce prix juste ? Alors, le prix d'un médicament, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord toute la recherche qui est faite en amont. Et dans cette recherche, il y a le médicament qui sort du tuyau avec une autorisation de mise sur le marché, donc on va vendre. Mais c'est vrai qu'il y a tout un tas de choses qui sont rentrées dans le tuyau et qui sont jamais sorties parce qu'il y a eu des échecs en cours de route. Et donc, les industriels, à juste titre, vous disent on a investi pour 10, il n'y en a qu'un qu'on vend, il faut bien que dans le prix, il y ait les 9 qui ne sont pas sortis. Moi, je n'ai pas de contestation phénoménale là-dessus. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, un médicament, ça commence par une découverte. Cette découverte, la plupart du temps, elle est faite dans le public. Donc, elle est déjà payée par les impôts des gens, le public. Bon. Ensuite, les chercheurs, comme ceux de l'Institut Curie, prennent un brevet. C'est encore nous qui le payons, ce brevet. Bon. Ensuite, en général, on crée une start-up pour faire ce qu'on appelle la preuve de concept. Parce que les industriels ne se lancent pas dans l'affaire avant d'être quand même un peu sûr qu'il y a une preuve de concept, que ça peut marcher par rapport au brevet. Une fois qu'on a la preuve de concept, là, on ne peut plus se passer de l'industriel. Bon, mais on connaît le prix du développement du médicament. Et là, ça entre dans le domaine du privé. Ça entre dans le domaine du privé. On dit, il en est rentré 10, il en est sorti 1. Combien ça a coûté ? Pas de problème. Moi, je dis personnellement qu'on devrait payer une seule fois le prix de la recherche au moment de la mise sur le marché, one shot, comme on dit en anglais, une seule fois, et à ce moment-là, on n'aurait plus qu'à payer avec l'argent de la sécurité sociale le prix de fabrication du médicament. Pourquoi un médicament vaut 10 fois moins cher dans un autre pays européen ? Moi, j'aimerais bien le savoir. Pour Alors justement, est-ce qu'il faut plus de transparence dans ce processus d'élaboration d'un médicament par les laboratoires ? C'est pas le cas aujourd'hui, il n'y a pas assez de transparence. Ce n'est pas le cas, bien que le président... On ne sait pas encore comment véritablement est fixé un prix avant la mise sur le marché d'un médicament. Alors, on sait vaguement, mais ce qui est difficile à comprendre, c'est pourquoi en Europe, les prix sont différents d'un pays à l'autre. C'est la première question. Comment vous l'expliquez ? Je l'explique par le manque de transparence, tout simplement. Et par les négociations qui ne sont pas les mêmes avec le gouvernement allemand et avec le gouvernement français. C'est des négociations, puisqu'on vous l'a expliqué très bien dans le sujet, c'est couvert par le secret industriel. Donc vous ne savez pas pourquoi ce prix est différent d'un endroit à l'autre. Et surtout, et ça fait 25 ans que je le dis, on ne comprend pas non plus, quand on est médecin au lit du malade, pourquoi, quand on a négocié avec un gouvernement le prix d'un médicament
qui, au début de sa vie de médicament, était une indication, mettons, pour 10 000 malades par an. Et que demain matin, ça passe à 1 million, voire à 2 millions de malades. Le prix ne change pas. Donc c'est totalement illogique. Le prix devrait varier en fonction du nombre de médicaments vendus, tout simplement. Et séparer le coût de la recherche du coût de production, ça c'est faisable? C'est en tout cas une idée, c'est une des idées, c'est la plus compliquée parce qu'elle demande une transparence qui aujourd'hui n'existe pas. Alors il y a une deuxième option qui a été évoquée aussi dans votre sujet, qui est assez logique, parce que c'est ce que vous faites chez vous, moi aussi, et ce qu'on fait à l'hôpital aussi, quand on ne sait plus comment payer un appareil de radiothérapie, par exemple, eh ben, on va le payer sur plusieurs années. Eh ben, c'est exactement la même chose. Au lieu de faire un brevet qui autorise l'industriel à gagner de l'argent pendant 10 ans, on dit on vous en donne un peu moins, mais ça durera 20 ans. Ça, c'est une solution. Voilà. Puis il y a la troisième solution, c'est la licence d'office. La licence d'office, j'ai appelé ça le 49.3. Hein. C'est-à-dire que c'est si vous êtes passage, on autorise à faire des génériques tout de suite. Et tant pis pour votre brevet. C'est ça la licence d'office. Très bien, c'est merci le 49.3. Merci Thierry Philippe d'avoir été notre invité. Merci. Merci Thierry Philippe, merci à vous Saveria. Le 2 novembre, c'est aussi la journée mondiale du droit à mourir dans la dignité. Hasard du calendrier, c'est aujourd'hui que se tient le procès devant la Cour de cassation de Jean Mercier, un octogénaire qui a aidé sa femme à se suicider en 2011. Moins de 2 ans après la loi sur le droit à la sédation profonde et continue, l'euthanasie reste toujours illégale en France. Stéphane Amalian. La loi française ne permet toujours pas l'euthanasie, mais elle proscrit l'acharnement thérapeutique. Concrètement, le corps médical peut suspendre les soins inutiles qui n'ont pour but que le seul maintien artificiel de la vie. Le malade reçoit des soins adaptés à sa situation, comme l'administration d'antidouleurs, le soulagement des symptômes ou l'accompagnement psychologique. La loi du 2 février 2016 offre, elle, une option supplémentaire, la sédation profonde et continue. À sa demande, le patient est plongé dans le sommeil jusqu'à son décès. Toute personne en fin de vie ou non peut exprimer sa volonté grâce aux directives anticipées. Chaque individu peut indiquer à l'avance s'il souhaite limiter ou arrêter les traitements en cas d'affection grave. Les médecins sont tenus de les respecter. À défaut, le patient peut désigner une personne de confiance qui sera consultée par le corps médical s'il ne peut plus exprimer sa volonté. Dans tous les cas, lorsqu'un arrêt de traitement est envisagé, une concertation collégiale de l'équipe de soins est obligatoire. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, ne souhaite pas ouvrir le débat sur l'euthanasie ou le suicide assisté, alors qu'en Europe, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg ou la Suisse ont franchi le cap. Les États généraux de la bioéthique se pencheront sur la question début 2018. Et on ouvre le second débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Michel Amiel, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur de La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Vous êtes vice-président de la Commission des Affaires sociales. Également sur ce plateau, Damien Leguet, bonjour. Vous êtes membre du Conseil scientifique de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Vous êtes par ailleurs philosophe et essayiste. Merci d'être sur ce plateau. Merci. J'accueille également Jean-Luc Romero. Bonjour. Vous êtes le président de l'ADMD, c'est l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Merci d'être avec nous. Et Bernard-Marie Dupont, bonjour. Vous êtes avocat, médecin, vous êtes professeur de philosophie, spécialiste d'éthique médicale. On va bien sûr ouvrir le débat aujourd'hui avec cette question pour vous, Michel Amiel. Est-ce que la loi de 2016, qui instaurait, on s'en souvient ici, au Sénat, ça avait fait l'objet de nombreux débats, une sédation profonde et continue, est-ce qu'elle doit être revue aujourd'hui selon vous ? À mon sens, non. Mais évidemment, vous vous adressez à celui qui a porté la loi au Sénat et qui l'a défendue, je dirais, avec une certaine vigueur d'un côté et de l'autre. Puisque la sédation profonde et continue à laquelle vous faites allusion, d'un côté comme de l'autre, était considérée comme une hypocrisie. Pour les uns disant que ça allait trop loin, puisque c'était une porte ouverte à une euthanasie active, et pour les autres suivant l'idée que ça n'allait pas assez loin, au contraire, et qu'il fallait carrément légiférer, et je crois que le mot est important, sur l'euthanasie ou sur le suicide assisté. Cette loi me paraît intéressante, elle est mieux connue du corps médical que ce que fut la loi Leonetti 1, pour l'appeler par son nom précédente, et à mon avis, elle répond à la dignité, puisque c'est le mot, de finir sa vie correctement, tant sur un plan médical que sur un plan éthique.
Donc pour moi, je ne suis pas favorable à revisiter cette loi pour le moment, d'autant plus qu'un des points que j'avais à l'époque mis particulièrement en avant, c'est la grande misère des soins palliatifs. Tant que nous n'aurons pas, pour un pays comme le nôtre, avec le système de santé qui est le nôtre, suffisamment développer les soins palliatifs, aussi bien dans un cadre hospitalier que dans un cadre de maintien à domicile, pour ceux, et ils sont nombreux, qui veulent mourir chez eux. Je pense qu'il ne faut pas aller vers une solution, excusez-moi du terme un peu fort, une solution expéditive qui consisterait à en finir par un geste actif, que ce soit euthanasie ou suicide assisté. Voilà ma position. Jean-Luc Romero, ça vous fait réagir ce que vous venez d'entendre ? Évidemment, je suis pas d'accord. Enfin, je suis d'accord évidemment avec les soins palliatifs, sauf que vous êtes parlementaire et que ça fait 15 ans qu'on a un certain nombre à demander l'accès universel aux soins palliatifs, qu'on nous en parle tout le temps et que l'argent n'est jamais là. Comme par hasard, aux Pays-Bas, en Belgique, où il y a la légalisation de l'euthanasie, les soins palliatifs sont accessibles par tous, donc c'est pas, on ne se fait pas euthanasier parce qu'il n'y a pas de soins palliatifs, et ça c'est un vrai problème. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça, mais moi je serais heureux que toutes ces associations qui se battent pour les soins palliatifs hurlent un peu plus, parce que c'est quand même scandaleux qu'en 2017 on soit encore dans cette situation. Après, pour le reste, évidemment, moi je me bats pour une loi qui soit une loi complète. On en est, parce qu'on nous parle de la deuxième loi Leonetti, il faut être honnête, c'est la troisième. Parce qu'on a quand même oublié qu'il y a eu la loi de 2005, qu'en 2008, il y a eu une autre mission parlementaire, là c'était à l'Assemblée nationale, avec une loi dont tout le monde a oublié ce qu'il y avait d'ailleurs dedans, et puis une troisième loi en 2016. Est-ce que si ça fonctionnait si bien, on aurait besoin d'avoir 3 lois ? Enfin, vous voyez, vous vous rendez compte, en si peu de temps, autant de lois. On voit bien d'ailleurs que c'est traité d'abord toujours que d'un point de vue médical. On nous parle sans arrêt des patients, mais c'est toujours des médecins qui parlent des patients. D'ailleurs, regardez, toutes les missions ont été confiées à des médecins. Et j'ai rien contre les médecins, mais ça pose quand même un problème. La mort, c'est la mort de chacune et chacun d'entre nous. C'est d'abord une question éthique. Et ce n'est pas une affaire médicale, même si évidemment tout le monde doit être associé, et particulièrement, bien sûr, le corps médical. Et donc, tant qu'on traitera ce point de vue que d'un point de vue médical, on arrivera à ce qui se passe. Aujourd'hui, on a Jean Mercier, 89 ans, qui passe devant la Cour de cassation. Anne Berthe, il y a quelques semaines, qui est partie. Anne Berthe, qui a quelques semaines, qui a dû partir en Belgique. Aujourd'hui, un monsieur de 90 ans dont on apprend qu'il est aussi parti, en Suisse il y a quelques jours. Est-ce que c'est normal, comme à une époque, c'est les femmes qui devaient fuir la France pour se faire avorter, c'est-à-dire celles qui en avaient les moyens d'ailleurs, est-ce que c'est normal d'avoir aujourd'hui ceux qui peuvent, et tant mieux pour eux, fuir à l'étranger pour mourir comme ils souhaitent, et puis les autres qui sont dans une totale inégalité, qui ne peuvent que se débrouiller tout seuls? Peut-être une question pour vous, Bernard-Marie Dupont. Est-ce que la situation qui a été rappelée avec ces 2 cas particuliers, ça nous oblige à réfléchir à une évolution de la loi, et peut-être notamment dans le cadre de la révision des lois de bioéthique? Qu'en pensez-vous? Alors les cas particuliers nous obligent à réagir de manière plus large. Alors j'ai 2 points d'accord avec M. Romero, qui sont que la mort n'appartient pas au corps médical, en tout cas ne doit pas appartenir aux blouses blanches. C'est-à-dire qu'il faut, à mon avis, démédicaliser le problème et le politiser dans le sens noble du terme, c'est-à-dire qu'il faut en faire un débat de société. Et puis la deuxième chose, c'est que le fait d'avoir légiféré, vous avez dit 3 lois, alors 2 lois, 3 lois, c'est quand même le signe que probablement la loi, sur un certain nombre de dossiers, ne répond pas ou ne répond qu'en partie à un problème qui est un problème probablement plus large et un problème de société. Donc d'accord aussi avec M. Romero pour dire que c'est un problème éthique. Après, on peut avoir des divergences sur le fait de savoir s'il faut aller plus loin ou s'en tenir à une situation. Mais je crois que vraiment aujourd'hui, on doit démédicaliser le problème et poser la question en termes de société. Vous avez rappelé l'affaire Mercier, je ne ferai pas de commentaire, 89 ans, mais on est aussi dans une population qui vieillit considérablement. Et on a le grand âge qui avance, je crois, à visage découvert. Qui est une bonne nouvelle. Qui est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que vivre vieux n'est pas nécessairement bien vivre. Mais quand on vieillit bien, c'est donc formidable. Mais il y a un certain nombre de problèmes de société qui arrivent et qu'il faut poser clairement sur la table avec franchise. Damien Leguet. Plusieurs choses. La première, c'est que le vrai scandale, monsieur le sénateur l'a indiqué, c'est qu'il y a une forme d'inégalité absolument insupportable des Français à l'égard des soins palliatifs et à l'égard de la mort.
il y a 80% des Français qui pourraient avoir accès aux soins palliatifs et qui n'y ont pas accès. Il y a une mauvaise... C'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question d'information, de formation des médecins. C'est une question d'information, d'argent, de disponibilité, d'organisation des hôpitaux. Donc on peut renvoyer d'offres de soins, on peut renvoyer la responsabilité à la fois aux politiques, ça c'est vrai, et aussi à l'hôpital qui a du mal à se réformer et qui a du mal à mettre au centre de sa préoccupation, pour ce qui concerne la fin de vie, la question des soins palliatifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, le constat, il a été fait par le Sénat, il a été fait par tout le monde, il a été fait par le Comité national d'éthique, c'est que les bonnes pratiques pour soulager la souffrance ne se fait pas, la révolution médicale des médecins et des hôpitaux ne se fait pas. Donc on se trouve dans une situation qui est un peu malheureusement bloquée et qui fait que la France se retrouve en situation où elle veut, et les Français veulent massivement à la fois soulager la souffrance et à la fois propager et offrir et s'offrir à eux-mêmes les soins palliatifs, et cette révolution-là ne se fait pas pour beaucoup de raisons. La deuxième chose, c'est que la loi Leonetti, elle est malheureusement mal connue ou mal appliquée, ou le corps médical ne s'en est pas emparé comme il aurait dû effectivement s'en emparer. Et donc, face à des situations ou à des cas qui sont pour partie artificiels et pour partie organisés, en particulier par la DMD. On organise les souffrances des gens. On organise, non mais c'est terrible ce que vous dites quand même. Pensez à ces gens dont on parle quand même, parce qu'il y a un peu de respect pour eux. On n'organise pas les choses. On les accompagne. On les accompagne. Non, mais dites pas ça. L'exemple même pour Anne Berthe, vous vous rendez compte pour Jean Mercier. Anne Berthe, vous vous rendez compte? Anne Berthe, donc ça fait effectivement depuis le début de l'année, elle est membre de la DMD. Et alors, c'est pas une honte, j'espère pour vous. J'ai pas dit que c'est une honte, mais c'est simplement un acte de lobbying, de lobbying et de militantisme. Elle a décidé seule de faire de son combat individuel un combat collectif pour montrer la difficulté de sa situation. Donc en soi, respectez-la au moins. C'est une démarche qui peut être respectée et elle peut être respectée. On peut respecter les personnes absolument et complètement, et ne pas respecter effectivement cette instrumentalisation des situations. Bien sûr. Vous ne nous respectez pas, c'est ça, ce que vous dites. Vous ne respectez pas la DMD. Terminé, Damien Leguet, je vous donne la parole, Michel Amiel. Non, c'est intéressant. C'est intéressant de vous entendre là-dessus. C'est intéressant moi, je vous respecte. Parce que moi, je me bats pour les soins palliatifs. Et je me demande ce que vous faites depuis votre association, quand même, qui quand même a ce rôle-là. Est-ce que je peux juste finir? Qu'est-ce que vous faites depuis 15 ans, si ce n'est que nous dire qu'il faut des soins palliatifs? Non, mais y parler parce que vous parlez tout seul. Non, mais je vais vous poser une question. C'est un débat, tout le monde a droit à la parole. Voilà, non, mais je vais vous poser la question. Parce que vous donnez beaucoup de leçons, mais qu'est-ce que vous faites concrètement pour qu'on ait des soins palliatifs? Je suis membre de la DMD. Non, mais vous êtes une association. Je suis membre de la. Ah, vous êtes membre de la DMD? Bah, bienvenue. Non. Si vous révélateur. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre association de soins palliatifs? Moi, je me bats comme vous pour l'accès universel, pour qu'on les ait au lieu de parler tout le temps. Jean-Luc Romero, on va donner la parole à Michel Amiel, si vous voulez bien, notamment sur ces deux cas précis, effectivement. Le cas de Anne Berthe, hélas, est un bon cas pour discuter de ce que l'on veut faire. Exactement. Elle était atteinte d'une maladie terrible, la maladie de Charcot. Et elle a décidé, à un moment donné, je dis bien à un moment donné, de ne plus vivre. Dans un cas comme celui-là, maladie neurodégénérative, aujourd'hui incurable, je dis bien aujourd'hui incurable, à quel moment doit-on pratiquer l'euthanasie à la demande du patient qui en souffre? Pour poser la question de façon plus juridique, moi qui suis d'abord médecin et après juriste en tant que parlementaire, il y a une distinction entre être pour ou contre l'euthanasie et pour ou contre légiférer sur l'euthanasie. C'est pas du tout la même chose. Prenons l'autre pratique, le suicide assisté. Le suicide assisté est ce qui est pratiqué en Suisse. En Belgique, c'est plutôt l'euthanasie active. Sauf erreur de ma part, le suicide n'est pas illégal en France. Je dirais n'est plus illégal. Pourquoi on poursuit Monsieur Mercier pour assistance au suicide si c'est pas illégal? Attendez, c'est une vraie question. On parle il y a un problème là. Oui, mais il y a la façon dont les choses se font à un moment donné. Donner suicide et suicider, c'est pas pareil. Je reviens au cas d'Anne Berthe. À quel moment considérez-vous qu'on doit ouvrir ce droit à l'euthanasie? Au moment du diagnostic? Enfin, vous savez aussi bien que moi qu'entre le moment où on va diagnostiquer cette affection en particulier et le moment où on va atteindre un stade terminal, il va passer un certain temps. Est-ce que selon vous,
au moment où le diagnostic a été posé chez Annebert ou chez bien d'autres, là ça a été médiatisé pour un certain nombre de raisons, mais peu importe, c'est pas le sujet, on peut ouvrir immédiatement le droit à l'euthanasie. Parce qu'après tout, un patient peut très bien avoir le droit de dire « je suis atteint d'une telle maladie, il n'est pas question pour moi de continuer à vivre avec ». Je vais vous répondre là. J'ai posé une question parce qu'elle me paraît importante. Non, mais vous êtes quelqu'un de suffisamment sérieux pour savoir que c'est pas dès qu'on apprend un cancer ou une maladie. Vous savez, moi j'ai appris il y a 30 ans que je vivais avec le VIH. À l'époque, tout le monde en mourait. Je ne suis pas, j'ai pas demandé l'euthanasie à ce moment-là. J'ai eu cette envie de vivre comme beaucoup. Anne Berthe, elle n'a pas demandé dès qu'elle a appris. Elle a fait tout un parcours et au moment où elle a commencé à ne plus pouvoir être indépendante, puisque je vous rappelle que Anne Berthe, les dernières semaines, les derniers mois, moi je l'ai vue au début du mois de septembre, elle ne pouvait plus se déplacer seule, elle ne pouvait plus utiliser ses bras. Mais vous répondez pas à ma question. Mais si je vous dis, à partir de... Mais quelqu'un a quand même le droit, mais à partir du moment où le patient on fait la demande, c'est ça ? De quel moment ? À partir du moment, si vous avez une maladie qui vous entraîne des souffrances physiques et psychiques insupportables, vous pouvez demander, et vous savez que c'est quand même vérifié par des médecins, parce que dans tous les pays, parce que quand on nous dit tout ça, vous nous dites, mais comment on pourrait faire ? Mais vous n'êtes jamais posé la question, pourquoi en Belgique ? Pourquoi aux Pays-Bas ? Pourquoi au Luxembourg, il n'y a aucun homme politique sérieux, de droite comme de gauche, chrétien-démocrate, qui ne veut revenir sur cette loi-là ? C'est bien parce que cette loi, elle répond à des demandes. Certes, c'est des demandes qui sont, par exemple en Belgique, de 4,5% des morts, mais c'est des milliers de personnes. Ces milliers de personnes, elles ont le droit d'être entendues. Et alors, arrêtons de nous dire comment vous allez faire. Ça se fait dans les autres pays. Ça se fait sans dérive. Et les dérives, c'est ici, parce que je vous rappelle quand même que dans le cadre de la loi... Mais c'est quoi la question ? Je vous dis... Quel est le périmètre de la loi ? La loi, nous on veut la loi belge, la loi hollandaise, la loi luxembourgeoise. Point barre. On veut que cette loi-là, qui fonctionne sans dérive, contrairement à la loi Leonetti qui amène... Damien Leguet, ensuite Bernard-Marie Dupont aussi, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Allez-y. Non, ce qui est très intéressant sur le cas d'Anne Berthe, c'est qu'effectivement, il me semble que la DMD puisse considérer qu'il s'agit là d'un cas d'euthanasie, c'est, il me semble, aller à l'encontre du combat qui est le vôtre. Si vous maintenant vous savez le combat mieux que nous, vous êtes formidable. Oui, allez-y, Damien Leguet. Ça serait bien que vous répondiez à ce que vous faites pour qu'on ait des soins palliatifs. Ça, c'est votre boulot quand même. Écoutez, j'hésiterai pas. On aimerait bien savoir. Allez-y, Damien Leguet. Donc la première chose, c'est ça. C'est que si vous voulez que le problème, c'est que cette dame n'était ni en fin de vie, ni dans des souffrances réfractaires, donc dans les cas d'euthanasie tels qu'on les définit ou tels que la loi est susceptible de... Elle n'avait pas de souffrance. Je peux finir ma phrase ou pas ? Ah non, mais dites pas ça quand même, respectez-la. Allez-y, Damien Leguet, terminez. Moi je veux bien, monsieur Gué, mais ne dites pas qu'elle n'avait pas de souffrance. Parce que la dérive... Je vous donnerai la parole après, Jean-Luc Romero. Laissez finir Damien Leguet. Parce que la dérive... Écoutez, comment on peut dire des choses comme ça, si inhumain. Si vous vous rendez compte l'inhumanité de vos propos. Si je peux terminer... Damien Leguet, c'est inhumain pour un médecin. De toute façon, c'est toujours inhumain. Tout ce qu'on dit contre vous, c'est toujours inhumain. Ce que je vous dis simplement, c'est que la dérive qui est la vôtre, et qui est la dérive aussi de la Belgique, c'est de considérer qu'on passe de souffrances réfractaires en fin de vie à des souffrances psychiques ou à des souffrances morales ou à des souffrances qui supposent qu'on peut avoir accès à l'euthanasie. Donc il y a une forme d'universalité. Donc la maladie de Charcot n'existait pas chez Madame Anne Berthe. Donc il faut considérer. Voilà. Que non. Bon, et ben alors. C'est le périmètre de l'euthanasie. Mais c'est quand même incroyable d'entendre. Mais peut-être aussi vous allez, comme parfois on l'entend quand vous n'avez que la souffrance mentale est inférieure. Mais non, mais attendez, avoir une dépression, ça peut se soigner, monsieur. Non. Ça peut se soigner. Mais comme on entend parfois quand vous êtes en face de vous nous dire que nous défendons aussi le suicide des jeunes qui auraient des chagrins d'amour. Arrêtez de dire n'importe quoi. Nous défendons des choses sérieuses. Et d'ailleurs, nous proposons que tout soit dans le système tel qu'il est fait en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, tel que nous le voulons, il est contrôlé. Parce que les personnes, il y a des médecins qui vérifient qu'elles sont dans cette position. Bah non, mais c'est pas un débat. Mais quand vous dites des choses, quand vous attaquez comme ça Madame Anne Berthe, que vous dites que cette femme n'a que des souffrances psychiques. Une euthanasie, c'est un suicide ou un suicide assisté. Voilà. Bon, cette femme n'avait pas une maladie de Charcot, n'avait pas des souffrances. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont la maladie de Charcot peuvent. Mais non, mais s'ils le souhaitent, oui. Mais s'ils ne le veulent pas, non. Mais non, je vais parole à Bernard-Marie Dupont qui ne s'est pas beaucoup exprimé sur ce plateau. Ceux qui le souhaitent, la vôtre. Mais en quoi donc une personne. Mais je veux dire, Jean-Luc Romero, si vous voulez bien, on va donner la parole à Bernard-Marie Dupont qu'on n'a pas beaucoup entendu sur ce plateau. Vous parliez tout à l'heure d'un débat de société. On le voit, il est très
très vif à travers les interventions ici. Est-ce que vous pensez que la société française y est prête à ce débat? On a vu, lors notamment du débat au Parlement, eh bien, beaucoup d'opposition s'exprimer. Et je crois que le débat, il est vif. On le voit autour de cette table avec de chaque côté, je pense, des arguments sincères. J'en viens à ce qui... Enfin, si j'essaye de faire une synthèse, je serais d'accord avec mon confrère médecin pour dire que la question du périmètre est essentielle, c'est-à-dire où poser, vous serez d'accord avec moi, monsieur Romero, je pense là-dessus, où poser la limite. Voilà. Tout le monde est d'accord. Quand vous suivez un patient sur une longue carrière, de l'annonce ne serait-ce que d'une maladie grave jusqu'au moment de sa mort, il peut passer par différentes phases, par du renoncement. Bon. Une de mes profs de philo a été aussi atteinte de la maladie de Charcot. Je crois qu'elle militait à la DMD et finalement elle a souhaité ne pas mourir. C'est son choix. Donc il y a la question du périmètre qui est centrale, à laquelle ne répond pas nécessairement la loi, puisque la loi, dans sa brutalité, pose la légalité ou l'interdit. Et donc, c'est aussi un problème que de coller à quelque chose qui nous échappe en permanence, par exemple à nous médecins, c'est-à-dire le mou, le flou, la limite, la frontière, le no man's land, avec la rigidité de la loi. Ça me pose vraiment problème. Maintenant, je comprends le combat que vous menez, qui est d'après moi plus un combat philosophique qu'un combat juridique et médical. C'est-à-dire que, comme le dit Camus, la seule question qui vaille finalement, c'est celle du suicide. Je ne choisis pas mon entrée sur scène. Est-ce que je ne peux pas choisir le moment de ma sortie? C'est une vraie question, vous êtes d'accord avec moi, qui est une question philosophique essentielle. On est bien d'accord. Moi, j'ai une grande difficulté à transformer une question philosophique en une question à la fois de doctrine de droit et puis aussi en termes médicaux. Alors, juridiquement, c'est un débat contradictoire, donc il y a les deux thèses. Quand j'entends dire que c'est facile nécessairement dans le droit, je ne suis pas si sûr. Fascicule 66-10 du juriste classeur civil, vous avez l'opposition d'un certain nombre de juristes à la possibilité de légaliser. D'autres vont dire exactement le contraire, je vous l'accorde. Mais attention à ne pas s'égarer. Je pense que c'est une vraie question que vous posez, celle de savoir si on peut ou pas choisir l'instant de sa sortie. Et du coup aussi la question de est-ce que cette possibilité peut être ou pas encadrée par un droit. Je n'arrive pas à trancher cette question. Si j'ajoute le périmètre médical, je suis perdu. Michel Lamiel, vous avez rejoint le parti présidentiel d'Emmanuel Macron. Quelle est sa position pendant la campagne présidentielle? Il s'était prononcé en faveur d'un droit à mourir dans la dignité. Est-ce que vous pensez qu'il est favorable aux révisions de loi de bioéthique et à ces dispositions qui concernent la fin de vie? C'est quoi mourir dans la dignité? Oui, exactement. Je veux dire, on ne peut pas réduire, me semble-t-il, la mort dans la dignité à la question de l'euthanasie ou du suicide assisté. La sédation profonde et continue, qui a peut-être bien des inconvénients, mais permet effectivement de mourir dans la dignité. Alors certains diront qu'en poussant un petit peu la dose, on arrive à l'euthanasie telle que vous la préconisez. C'est M. Leonetti qui dit, dans une interview au Figaro, la sédation terminale qui est à la limite de l'euthanasie. Et d'ailleurs, vous le reconnaissez. On va vous endormir, vous n'allez jamais vous réveiller. Ouais. Moi, c'est là où je ne comprends pas cette hypocrisie. Quand on nous dit sur la loi... le mois en premier, je peux quand même un peu répondre, parce que je suis quand même le seul contre trop, même si vous êtes, je reconnais, extrêmement modéré face à ça. Mais ce qui est d'ailleurs assez amusant, toujours des médecins, où sont les gens? Parce que c'est quand même... Dans notre pays, c'est quand même une majorité de gens qui meurent. C'est pas que des médecins. C'est quand même embêtant de voir toujours des débats où on a 3 ou 4 médecins et puis un pauvre patient qui est là en face ou un militant associatif. Non, mais attendez, je voudrais quand même le dire. Là, on ne se sortira jamais. Non, mais permettez, vous êtes à 3 à parler, vous êtes 3 sur les mêmes avis. Donc je peux aussi donner l'avis qui est quand même celui d'une majorité des Français. Aller faire un micro-trottoir, vous verrez que les Français sont quand même plutôt d'accord avec ça. Alors moi, j'entends quand vous dites que c'était une question philosophique. C'est bien sûr une question philosophique. Moi, en bonne santé, vous savez, j'ai eu sida, cancer, etc. Alors arrêtez de le dire, diabète. Non, mais comment? Non, mais c'est toujours le truc qu'on entend. Moi, je suis désolé, je suis un patient et ma réalité, elle n'est pas si méprisable que ça. La réalité de personnes très âgées qui sont au bout de leur vie, la réalité d'Anne Berthe qui, comme vous dites, n'était pas en fin de vie, c'est absolument fausse, vous dire, qui est très malade, qui a une maladie qui est quand même terrible. Enfin, voilà, il faut arrêter de mépriser tout ça et d'en haut de dire la seule solution, alors que c'est ça qui est quand même un peu terrible, c'est que moi je me bats pour les soins palliatifs, c'est vous ce que vous voulez, moi je me bats pour que tout le monde peut accéder aux soins palliatifs. La seule grande différence, c'est que je dis que les soins palliatifs, dans un certain nombre de cas, ça ne suffit pas, ça ne fonctionne pas, et je dis aussi
que dans notre société, on a le droit de refuser d'aller dans des soins palliatifs. Et on a l'impression ici qu'on est passé de l'acharnement thérapeutique à l'acharnement palliatif. C'est-à-dire que quand on ose dire on veut pas y aller, c'est comme si on était un criminel. Il faut qu'on entende ce discours-là. Et c'est pour ça que ce serait bien qu'il y ait des débats un peu plus équilibrés. On entend d'autres avis, d'autres gens qui disent ça. Et pas toujours, des gens qui sont opposés, qu'on entend et on a l'impression que c'est la vie générale du pays. Non. La vie générale du pays, c'est qu'on veut une loi équilibrée et qu'on veut surtout qu'on sorte du débat médical dans lequel on nous enferme à chaque fois. On n'est pas que dans un débat médical, aussi dans un débat politique et parlementaire. Puisqu'on n'est pas dans le débat médical, et je respecte contrairement l'aspect passionné que vous avez sur le sujet, soyez-en certains. Vous dites arrêtons de mettre les médecins au milieu. Bon, premièrement, je ne vais pas m'excuser d'être médecin. J'ai suivi des patients jusqu'au bout de la vie pour des raisons philosophiques pendant 35 ans. Soit dit en passant, j'ai eu 4 cas. J'ai suffisamment le recul et le souvenir, 4 cas de demande d'euthanasie active. Y compris de gens que je connaissais depuis bien longtemps, qui m'avaient toujours dit « Docteur » ou « Michel », parce qu'au bout d'un certain nombre d'années, il y a des relations d'empathie qui se créent, tu sais ce qu'il faut faire, et puis en pratique, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi voulez-vous absolument, puisque vous voulez écarter le corps médical. Mais j'ai pas dit ça. Mais si, vous n'arrêtez pas de le dire. Ça ne peut pas être qu'un débat. Pourquoi un débat avec des médecins. Allez-y, Michel. Alors, je suis médecin, je suis parlementaire. Pardonnez-moi. Voilà, parlementaire. Alors, en tant que parlementaire, personne n'empêche le suicide. Personne n'empêche le suicide. Puisqu'on veut ramener ça à un débat philo. Oh, monsieur. Il y a quelques années, il y a un livre qui avait été... des suicides sont des suicides violents. Il y a quelques années, suicide, mode d'emploi, livre qui avait été censuré. Ouais. N'importe qui. Alors, il faut du courage pour se suicider. Il faut trouver les médicaments pour ne pas se rater. Il n'y a rien de plus simple. Pourquoi il n'y a que 15% Mais vous connaissez les statistiques oui, je les connais. Du tout. 52% des gens se suicident par pendaison parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Laissez finir Michel Après, oui, mais il faut aussi dire la vérité. Romero essaye de faire le fact-checking. Vous donnez l'impression, en caricaturant les propos, d'avoir le monopole de l'avis sur le sujet. Excusez-moi, mais ma position, qui est une position... Comprenez. On a été invité. Oui, mais c'est normal. Moi, je n'ai pas dit, je ne viens pas si M. Romero est là. Alors que vous l'avez eu fait. Et je crois à ce même débat. Voilà. Je connaissais votre position. Vous m'avez même invité un jour à Marseille à venir débattre sur le sujet. Où vous aviez 200 partisans. C'est normal, vous venez à la DMD. Écoutez-moi, 200 partisans en votre faveur qui m'ont tous applaudi à la fin. Donc je veux dire, on peut avoir une autre position. Terminé, on donnera la parole aux intervenants. Le suicide est possible sans qu'on ait forcément à mettre au milieu justement le corps médical pour hâter cette fin de vie. C'est ce que je veux dire. Ne légiférons pas sur tout. Voilà. Pour moi, c'est juste les privilégiés qui peuvent se suicider ou bénéficier de l'euthanasie. Damien Leguet, alors la première chose, si vous voulez, c'est de dire qu'effectivement, moi, il me semble que la question fondamentale, c'est celle de la légalisation de l'euthanasie. Voilà. Tout le monde sait qu'effectivement, la pratique qui existe dans les hôpitaux, c'est qu'à un moment donné, considérant un accord qui peut exister entre le patient, pour autant qu'il puisse exprimer à ce moment-là, la famille et le corps médical, quelque chose se fait pour que, effectivement, on puisse arriver à des situations qui sont des situations qui pourraient, d'une façon ou d'une autre, ressembler à ça. Voilà. Donc, la question, c'est la légalisation. L'exemple de la Belgique est là pour nous montrer, à partir du moment où le Rubicon de la légalisation de l'euthanasie est franchi, à ce moment-là, c'est une ouverture. La Belgique a changé 15 fois de loi sur le sujet. On en est maintenant à des personnes qui sont dépressives et qui sont capables d'en passer par l'euthanasie, à des mineurs. On a eu des cas absolument bon. Je trouve que c'est ça la question. C'est la simple question de la légalisation. Après la pratique, c'est encore autre chose. Le deuxième point, c'est que je pense qu'il ne faut pas non plus arriver à une situation où on fait, parce que c'est quand même quelque chose, l'État et la loi est là aussi pour mettre des holà, pour faire l'apologie du suicide. Je veux dire, transformer Anne Bert, qui s'est effectivement suicidée, en quelque chose, en une personne qui est un héros et qui, d'une certaine façon, laisse à penser que la solution pour les personnes qui sont en situation de maladie de Charcot, c'est d'en passer par l'euthanasie et qu'il faut... Personne dit ça. Et qu'il faut... c'est moi qui le dis. Le fait, pas du tout. Le fait simplement, je peux vous dire que toutes les associations des maladies de Charcot ont fait des communiqués pour dire qu'ils étaient absolument outrés
qu'on ne considère pas leur situation à eux, le combat qui est le leur pour assister et pour accompagner toutes ces personnes-là, et que les médias découvrent absolument comme si c'était... Voilà, c'est un choix personnel qu'il faut laisser comme un choix personnel et considérer effectivement qu'il doit y avoir de l'accompagnement pour toutes ces personnes-là quand elles le choisissent, et que si les médias mettaient un peu plus la focus sur toutes les associations qui aident au jour le jour toutes ces personnes et tous ces malades, je pense qu'on serait mieux. Je vous donne la parole pour terminer ce débat, si on pourrait un jour le terminer, Bernard. Je crois qu'il est interminable. Un constat, il me semble que les sujets dont on parle, qui sont à vif, on voit bien que les réactions sont très épidermiques, traduisent aussi un fait qu'on a oublié, qui est celui que la médecine a tellement fait de progrès en un demi-siècle, elle a créé des situations nouvelles, invraisemblables. Des états végétatifs, des EVC, EPA, etc., des comas, la médecine fait des progrès spectaculaires tous les jours. Elle rend chronique un certain nombre de pathologies qui étaient évidemment mortelles. Mais évidemment, il y a toujours deux faces. Et je crois que nous sommes en plein dans cette situation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne sait plus quoi faire de ce que la médecine a réellement créé en bien. C'est-à-dire que le bien s'accompagne aussi d'effets secondaires qui sont parfois... Alors, je voudrais en revenir à la question de la vieillesse qui est pour moi centrale. Tout à l'heure, on a dit qu'on vieillissait beaucoup. C'est vrai, je crois qu'il y a à peu près... On a doublé en 10 ans le nombre de personnes au-delà de 80 ans. Ça va être exponentiel. Moi, j'ai une inquiétude sur les personnes très âgées. Ce sera sans doute aussi la vôtre. C'est-à-dire que on voit bien ce monsieur Mercier aujourd'hui, 89 ans. Vivre vieux, c'est pas nécessairement bien vivre. Il y a la question de la dignité, de la fin de vie. C'est aussi la question pour moi de la dignité de la vie. Comment on vit âgé? Comment on vit avec des moyens qui sont limités, dans des structures qui sont pas nombreuses ou qui sont pas suffisamment nombreuses en termes de place? Dans certaines régions, il y a un lit pour 10 candidats. Et moi, mon drame philosophique, il est là. C'est-à-dire que je suis content que la médecine, finalement, fasse de tels progrès qu'elle rend chronique un certain nombre de maladies. Par contre, je suis inquiet de voir les conséquences que pourrait avoir une lecture radicale de légalisation par rapport à un public précis qui est par exemple celui du grand âge. C'est un autre débat. Merci Bernard-Marie Dupont, merci Michel Amiel, merci Damien Leguet, merci à vous Jean-Luc Romero d'être venu débattre sur ce plateau. Avant de se quitter, on va retourner à Matignon. Vous le savez, se tient la réunion entre le Premier ministre Édouard Philippe et les signataires des accords de Matignon sur l'avenir, l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. On retrouve en direct Clément Perrault. Où en est-on des discussions, Clément ? Eh bien, les discussions se poursuivent ici à Matignon et tout l'enjeu, eh bien, c'est de préparer ce référendum en 2018 sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, un référendum qui aura probablement lieu au mois de novembre, donc exactement dans un an. On sait que le point le plus sensible de cette discussion, c'est eh bien le corps électoral qui pourra voter à ce scrutin. Ce que disent les accords de Nouméa, c'est que eh bien pourront voter tous ceux qui résident sans discontinuité depuis 1994 en Nouvelle-Calédonie. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a 11 000 habitants, 11 000 électeurs de Nouvelle-Calédonie qui répondent à ce critère, mais qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Sur ces 11 000, 7 000 sont des natifs, donc des Kanaks. Qu'est-ce que veulent les indépendantistes? C'est que ces 7 000-là, eh bien, soient automatiquement inscrits sur les listes et qu'il y ait des discussions pour les 4 000 autres. Le gouvernement, de son côté, ne veut pas entendre parler d'une telle distinction et veut que ces 11 000 électeurs soient tous traités à la même enseigne. À ce sujet, je vous propose d'écouter Philippe Gomez, député UDI de Nouvelle-Calédonie. Il s'est confié à notre micro juste avant cette rencontre avec Édouard Philippe. On a aujourd'hui 160 000 électeurs qui sont inscrits sur la liste référendaire pour décider ou pas de l'indépendance du pays dans un an. Il y a quand même, on considère, 11 000 électeurs, Kanaks et non Kanaks, qui aujourd'hui ne sont pas inscrits sur cette liste parce qu'ils n'ont jamais accompli les formalités nécessaires. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver des modalités d'inscription d'office de ces Calédoniens pour que le résultat du scrutin soit le plus incontestable possible. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas décider de l'indépendance ou pas d'un pays avec un doute sur ceux qui peuvent voter ou ceux qui ne peuvent pas voter. Il faut vraiment que la sincérité du scrutin soit au rendez-vous.
2 autres points au cœur des discussions. Comment formuler la question qui sera posée aux électeurs? Et puis, les participants débattent également de la présence ou non d'observateurs de l'ONU pour ce scrutin. En tout cas, ce que veut le gouvernement, c'est que ce référendum ne puisse pas donner lieu à la moindre contestation, qu'il n'y ait pas de tension en Nouvelle-Calédonie après le vote. Pour ce qui est du rapport de force, le oui au maintien dans la République française semble aujourd'hui en position de force, 60-40% selon les estimations. Je vous propose d'écouter le sénateur des Républicains, Pierre Frogier, sénateur bien entendu de Nouvelle-Calédonie. Selon lui, le résultat de ce référendum ne fait guère de doute. Il y a une majorité de Calédoniens qui souhaitent que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France, puisque à chaque consultation nationale, que ce soit l'élection présidentielle, les élections législatives, lorsqu'on fait les agrégats, on trouve une majorité effectivement qui souhaite que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France. Il n'empêche que moi je défends depuis de nombreuses années une idée différente. Je pense que ce scrutin restera clivant. Il fera des vainqueurs, il fera des vaincus. Et ce n'est pas le sens de ce que nous faisons depuis 30 ans. Et je souhaite encore, même si le temps passe, et j'ai toujours souhaité effectivement que l'on trouve une solution, non pas pour contourner ce scrutin, mais pour lui donner un autre sens. De façon qu'au lendemain de la consultation, les uns et les autres puissions à nouveau nous parler et trouver une nouvelle solution pour que la Nouvelle-Calédonie reste dans la France. Édouard Philippe se rendra en Nouvelle-Calédonie fin novembre, début décembre. Ensuite, c'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui s'y rendra au mois de mai 2018. Merci à vous Clément, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 18h avec l'émission L'épreuve de vérité qui reçoit ce soir le commissaire européen Pierre Moscovici. Bonne soirée à tous sur Public Sénat. Amendement, débat, vote, en séance, dans un instant. Christian Jacob, député de Seine-et-Marne, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, est l'invité de Question d'Info cette semaine. Question d'Info, présentée par Frédéric Aziza, en partenariat avec l'AFP, Le Monde et France Info, ce soir à 20h30. Quel horizon peut-on encore imaginer pour les Indiens d'Amérique? On se pose la question dans Droit de Suite. Pour commencer, un documentaire, Indien du Dakota, un autre rêve américain, puis son réalisateur, Simon Brooke, les historiens François Durper et Joël Rotowski et l'ethnologue Marie Rouet seront à mes côtés pour s'interroger sur l'avenir des Indiens d'Amérique. Droit de Suite, présenté par Jean-Pierre Gracien, demain à 20h30. Monsieur le